Bonjour Léa, Bonjour Marie-Alix. vous nous recevez aujourd'hui, donc je vais vous poser quelques petites questions pour en savoir plus sur vous et votre parcours. Bien sûr. Quel est votre parcours et qu'est-ce qui vous a poussé à devenir thérapeute en relation d'aide par l'ANDC? Eh bien, mon parcours, j'écarte les yeux comme ça parce que il est riche, c'est ça que j'ai envie de dire. J'ai longtemps baigné en fait dans le milieu artistique. J'avais une maman quand même pas mal artiste, et puis j'ai moi-même fait des études d'art, d'abord dans le textile. Je me suis spécialisée un petit peu dans la mode, et puis j'ai toujours créé, fait tout un tas de trucs avec mes mains. C'est surtout ça, passionnée de couleurs et de motifs. Et j'ai même créé une marque de vêtements, j'ai un petit peu travaillé dans ce milieu-là, et au bout d'un moment, je crois que j'étais en quête de sens, puis je le trouvais plus trop, le sens. En tout cas, professionnellement parlant, dans ce milieu-là. Le milieu artistique, je l'adore, mais au niveau des professions, du travail en tant que tel, il y a quelque chose qui a commencé à me manquer. Et puis, ce qui me manquait finalement, c'est l'humain. L'humain, les relations, la profondeur des relations surtout. Où je m'y retrouvais plus dans ces milieux-là où c'était beaucoup la productivité, et au détriment de l'humain, presque, je dirais. Donc, j'allais dire tout naturellement, mais je suis un peu tombée par hasard, je dirais, dans le domaine de l'accompagnement, de la relation d'aide plus précisément. Par diverses situations personnelles, parfois difficiles, parfois relationnelles compliquées, où j'ai suivi des différentes thérapies. Et puis par ma grande passion aussi pour l'humain, les relations, le bien-être, la santé, je dirais même un peu plus large, la philosophie, la spiritualité, où je me suis toujours beaucoup nourrie par des lectures, par des écoutes audio de podcasts. Justement, quand j'étais dans le milieu de la création, toute seule dans mon atelier, j'écoutais des podcasts sans cesse, des interviews. Puis tout ça a fait qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais ça me passionne tellement que pourquoi pas me lancer finalement professionnellement là-dedans, en fait, faire de ma passion un métier. Donc voilà comment je suis arrivée dans la relation d'aide. Un beau parcours bien riche. Comment décririez-vous votre approche et l'accompagnement avec les clients? Alors l'approche en tant que telle que je pratique, donc l'ANDC, pour approche non directive créatrice, donc un nom un petit peu compliqué que je vais vous expliquer. C'est une approche, déjà ce que j'ai envie de dire, c'est que ça a été un coup de cœur pour moi, cette approche-là. J'ai lu en fait le livre de Colette Portelance qui a créé l'approche, une québécoise, Relation d'aide et amour de soi. Un livre qu'un thérapeute m'avait offert et en le lisant, j'étais vraiment en accord avec tout ce qu'elle disait. Jusqu'à un point où ça a remis un petit peu en question mon esprit critique parce que je me suis dit, bon quand même, je suis pas là à boire les paroles comme ça de quelqu'un, j'ai un minimum de sens critique. Et non, en fait, c'est pas que je me suis laissée influencer ou quoi que ce soit, j'étais réellement en accord avec tout ce qu'elle disait, sa vision de l'humain, des relations, sa spiritualité même, parce que ça allait jusque-là. Et je me suis dit, c'est cette approche. J'ai même pas regardé ailleurs les autres formations, les autres approches, les autres courants de pensée. Pour moi, c'était ça, parce que ça faisait tellement du sens par rapport à qui je suis, par rapport à ce en quoi je crois, par rapport à ma vision à moi de l'humain, des relations, de l'humanité, même au sens large, que j'y suis allée les deux pieds dedans sans hésiter, et je me suis pas trompée. Je me suis pas trompée parce que c'est vraiment une approche qui est profondément relationnelle. Déjà, c'est ça que j'ai envie de dire. Ça s'appelle la thérapie par la relation d'aide. Il y a le mot relation dedans dans le but d'aider. Évidemment les gens, et donc c'est une approche relationnelle, professionnelle, de nature affective. Puis ce bout-là, il est important parce que en fait, c'est à travers la création,
pas la création, pardon, la création de la relation entre le thérapeute et la personne qui vient consulter. C'est à travers cette relation-là que le thérapeute finalement aide en visant à amener davantage de connaissances de soi pour la personne. Parce que, en fait, ce en quoi on croit dans cette approche, c'est que toutes les réponses, on les a à l'intérieur de nous. Chaque être humain est unique, il n'y a pas personne qui se ressemble. Donc, c'est à l'intérieur de nous, en amenant de plus en plus de conscience, de lumière sur qui on est, sur quels sont nos besoins, quelles sont nos émotions, quelles sont nos zones sensibles qui font que on va réagir comme ci ou comme ça à une situation ou une autre. C'est en amenant de plus en plus de finesse finalement dans qui on est, qu'on va pouvoir lever le voile sur nos ressources, nos forces intérieures, et surtout qu'on va savoir quelle action je peux poser concrètement qui va, moi, me mener vers plus de satisfaction. Pas mon voisin, pas le thérapeute, pas mon conjoint, mais vraiment moi, parce que ma réponse à moi, c'est pas la même que pour les autres. Donc c'est vraiment dans ce sens-là que j'accompagne les gens. Cette approche, elle va vraiment dans cette direction-là, d'amener la personne à se connaître et à s'aimer davantage, dans le but de se créer la vie la plus satisfaisante possible, la plus à son image aussi. Et voilà. Puis juste pour expliquer un petit peu ANDC, donc A pour approche, ensuite c'est non-directivité. La non-directivité, en fait, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que le thérapeute, donc moi, dans ma pratique, je ne vais pas diriger. Je ne vais pas diriger, je ne vais pas donner mon avis, je ne vais pas donner de conseils. Pourquoi? Parce que, en fait, justement, mes conseils à moi, mon avis à moi, c'est mon avis à moi. Ça ne veut pas dire que ça va rendre heureuse puis que ça va aider la personne. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais faire part de mes observations. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que les personnes, elles sont prises dans des situations insatisfaisantes où elles ont des angles morts qu'elles ne voient pas. Puis moi, je vais mettre en lumière ça justement pour amener plus de clarté et pour que la personne se comprenne davantage et sache comment agir pour que ce soit plus satisfaisant pour elle. Et le C, le C, c'est la créativité dans ANDC. Pourquoi? Parce que justement, comme je disais tout à l'heure, chaque personne est unique et donc c'est à elle de se créer la vie la plus satisfaisante et la plus à son image finalement. C'est pas personne d'autre qui a le pouvoir sur elle de créer sa vie, c'est la personne qui a le pouvoir et les ressources de se créer finalement. Et moi j'aide à ça, à amener la personne à mettre le doigt sur ses ressources, ses forces intérieures pour se créer une vie sur mesure. Pouvez-vous nous expliquer comment une séance type se déroule? Oui, alors une séance type, déjà si c'est la première séance, je vais demander à la personne ce qui l'amène en thérapie pour poser une base finalement, voir d'où part la personne et aussi pour garder ça moi comme en trame de fond tout au long de l'accompagnement. Parce que je trouve ça super intéressant de pouvoir aussi voir l'évolution, donc de bien garder en tête finalement d'où la personne part, ou jusqu'où elle va se rendre pour suivre son évolution. Et puis pour bien saisir ses besoins. Ça aussi, c'est super important. Donc dans la première séance, puis si la personne le souhaite, je peux aussi tout à fait expliquer l'approche avec laquelle je travaille, comment ça va se passer. J'amène aussi une notion qui est super importante pour moi, c'est la notion de la confidentialité. Parce que j'ai conscience que ce qui se dit dans ces séances, c'est parfois dit nulle part ailleurs. Donc je mesure la préciosité de ça et puis j'ai vraiment à cœur que les personnes se sentent libres, en confiance, puis pas limitées de dire peut-être quelque chose par peur que ça sorte d'ici. Donc voilà, c'est ça que j'amène. Puis ensuite, je propose mon écoute à la personne, une écoute qui est vraiment bienveillante, sans jugement, dans le but de comprendre en fait, pas dans le but de juger ou pas du tout. Moi je suis là pour comprendre les gens avec le plus de finesse et de sensibilité possible pour pouvoir justement les aider au mieux.
Donc voilà, c'est vraiment une écoute bienveillante où c'est sûr que les personnes qui viennent me voir, c'est elles qui créent le contenu. Justement, par rapport à cette histoire de non-directivité, moi je les emmène nulle part, je vais pas leur dire on parle de ci, on parle de ça, c'est leur moment en fait, c'est elles qui l'utilisent comme elles le souhaitent, et moi je les suis. J'ai vraiment ce rôle-là d'accompagner en respectant le rythme des personnes, donc je les suis à leur rythme, tout en, comme je vous le disais tout à l'heure, levant le voile sur les émotions, sur les fonctionnements personnels, relationnels insatisfaisants dans lesquels elles sont prises. Et puis voilà. Puis en fait, les séances, elles durent entre 55 minutes et 1 heure. Puis à la fin, les dernières minutes, je prends le temps de faire une boucle où je reviens sur les choses un petit peu phares de la séance, où je mets en lumière davantage s'il y a des émotions qui ont été révélées, des mécanismes de défense dans les fonctionnements relationnels ou personnels, parce que tout ça, ça permet en fait à la personne de repartir avec des pistes, avec des prises aussi. Ok, je me rends compte que quand il se passe ça, ce type de situation, je vais réagir comme ça parce que c'est souffrant pour moi, puis c'est ok. Donc ça permet aux personnes de pouvoir repartir un petit peu avec des outils, j'ai envie de dire. Et puis voilà. Quel type de situation ou problématique amène généralement les gens à consulter un thérapeute en relation d'aide ? Eh ben, elles peuvent être diverses et variées. C'est ça que j'ai envie de dire. Souvent, ce qui revient, c'est le sentiment d'être un peu perdu. Le sentiment d'être un peu perdu dans sa vie, de plus arriver à voir clair. Il y a aussi souvent ça, de se retrouver dans les mêmes insatisfactions. Et finalement d'avoir l'impression qu'il y a pas d'issue. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais il y a ça qui peut amener les personnes à consulter. Après, il peut y avoir aussi des situations, la perte d'un être cher, des situations, des moments de vie compliqués, certains passages plus compliqués, ça peut être lié à la parentalité, ça peut être lié à des séparations aussi, déménagements, enfin il peut y avoir tout type de situations compliquées comme ça. Et puis il peut y avoir aussi des objectifs personnels, de gagner en confiance en soi, d'amener plus de compréhension sur qui on est aussi, comment on fonctionne. Il peut y avoir aussi le fait qu'on ait honte de certaines situations, qu'on ait des peurs, qu'on ait des doutes. Puis le désir d'amener plus de satisfaction dans notre vie aussi, c'est souvent ça. Un désir de mieux-être. Là où on peut traverser des périodes compliquées, le désir d'aller mieux, tout simplement. Il peut y avoir... Après, l'éventail peut être encore plus large, hein, mais... ça fait un bon petit tour. Les addictions peut-être aussi ? Alors ça peut. Après, moi je ne traite pas. Par contre, je ne pose pas de diagnostic avec l'approche avec laquelle je travaille. Ça va être le travail des psychologues, des médecins ou des psychiatres. Donc si le désir des personnes c'est de se comprendre et donc qu'il y a un diagnostic de poser ou un traitement, moi, je ne fais pas ça. Donc, dans ce cas-là, je vais les référer. Par contre, je peux tout à fait accompagner ces personnes-là sur tous les défis que ça amène au quotidien. L'addiction, par exemple, ou la dépression, l'anxiété. Bref, tout ce qui relève peut-être plus de l'ordre de la santé mentale. Je ne peux pas traiter, moi, toutes ces choses-là, mais je peux tout à fait accompagner sur tous les défis que ça représente au quotidien, finalement. Quelles sont les idées reçues que vous aimeriez démystifier concernant la psychologie et la santé mentale ? La première chose qui me vient, c'est que consulter un thérapeute ou un psychologue ou même un psychiatre est égal à on est fou. Ça, c'est une des croyances populaires qui, heureusement, a de moins en moins existe de moins en moins, je vais le dire comme ça.
Et ça me fait plaisir parce que sincèrement, ça pouvait être une de mes craintes justement dans un milieu plus rural d'être confrontée à ça. Et finalement, je suis agréablement surprise que non, de moins en moins, vraiment. La majorité, c'est pas ça. Donc je suis vraiment contente, en tout cas dans les personnes qui sont venues me consulter depuis que j'ai commencé. Donc je suis vraiment contente de ça. Le monde évolue dans le bon sens, je dirais, par rapport à la psychologie et la santé mentale d'une manière plus globale. Et puis d'autres idées reçues peut-être où que consulter, c'est pour les gens qui ont des problèmes, pas nécessairement. On peut aussi consulter parce qu'on a envie de se connaître davantage, parce qu'on a envie de creuser en soi, de s'introspecter. C'est pas nécessairement qu'on va mal. C'est ça que j'ai envie de dire aussi. Ça peut être, c'est passionnant en fait, la psychologie. Enfin, je dis, c'est moi qui dis ça, donc c'est normal, mais moi ça me passionne. Mais ça passionne beaucoup de gens, puis c'est vraiment un outil de bien-être finalement très très aidant en fait. Puis pour tout le monde, pour tout le monde. Je vois ça accessible de plus en plus. Et comment les gens peuvent-ils savoir s'ils ont besoin d'aide sur le plan psychologique? Comment ils peuvent savoir je pense que quand on se sent pas bien, et puis que ça va au-delà le physique, hein, c'est ça que j'ai envie de dire. Alors c'est lié, donc il peut y avoir du physique et du mental aussi. Mais je pense que quand on se sent pas bien, quand on tourne en rond dans des situations, qu'on a du mal à passer à l'action, puis quand on est capable de le voir, quand il y a des peurs, par exemple, qui peuvent nous paralyser, ou nous bloquer, ou être un frein, faire obstacle à certaines choses dont on a envie pourtant dans notre vie, ça peut être une raison de consulter pour essayer d'aller y voir plus clair, justement, et comprendre, amener de la compréhension. Et puis parfois, ça peut être la curiosité aussi, c'est ça qui me vient parce que je sais que ça a été l'élan de plusieurs personnes qui sont venues me voir, la curiosité. On peut être curieux aussi, curieux de soi, curieux de la psychologie en tant que telle, curieux de la MDC, l'approche que je pratique. Ça peut aussi tout à fait être une raison, une bonne raison. Et puis parfois, il y a aussi les médecins qui peuvent recommander. Parce que ça peut être difficile pour certaines personnes chez qui c'est pas du tout commun le milieu de la psychologie ou le fait de consulter un thérapeute ou un psychologue. Parfois c'est l'entourage ou les médecins qui vont référer et donner ce genre de conseils. Mais je pense que quand on se sent pas bien, qu'on a l'impression de tourner en rond, comme je disais, qu'il y a des choses qui sont insatisfaisantes finalement dans notre quotidien et qu'on a du mal à savoir quoi faire, je pense que c'est une bonne raison. Ouais. Tout à fait. Quelles sont les qualités importantes qu'un aidant doit avoir pour apporter un bon accompagnement? Les bonnes qualités d'un aidant. Je pense que la première chose qui me vient, c'est la passion. D'être passionné par ce qu'on fait. Je pense que c'est vraiment un ingrédient, je dirais pas nécessaire, mais en tout cas qui participe grandement à proposer un bon accompagnement. Aussi, autre chose qui me vient, c'est d'avoir un profond intérêt pour ce que les personnes viennent nous raconter. Ouais, ça, je trouve que c'est vraiment super important d'être vraiment intéressé par ce que les personnes nous disent, d'avoir la volonté de comprendre aussi, d'être dans l'empathie, la bienveillance, et non dans le jugement. Puis d'être capable d'écouter aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose de nécessaire puis d'indispensable. D'être capable d'écouter, en mesure d'écouter l'autre,
avec grand intérêt. Je le répète, mais c'est vraiment ça qui me vient encore. Ouais, je trouve ça super important. Et puis l'amour, il y a ça qui me vient aussi. Je pense que si on n'aime pas la relation, si on n'aime pas l'humain, si on n'aime pas aider, je vois pas ça possible. Donc vraiment d'être en mesure d'aimer les gens qu'on aide, parce que c'est vraiment ça c'est ce à quoi je touche moi souvent, c'est que je les aime, les personnes qui viennent me voir, je les aime, puis il y a tout un lien affectif qui se crée finalement et qui profite, je trouve, à l'évolution des personnes. Ouais. L'amour, l'intérêt, l'écoute, la bienveillance, l'empathie, l'envie d'aider, tout simplement. Une dernière petite question, Léa. Quelles sont les principales évolutions que vous observez dans le domaine de la psychologie ces dernières années ? Eh ben, je le disais un petit peu plus tôt, je trouve que c'est de plus en plus accessible. Et ça, je trouve ça super. C'est de plus en plus... Je fais ce geste-là parce qu'il y a comme une émergence dans le sens où avant, justement, ça pouvait être tabou, on en parlait peu. Puis aussi, c'était pas nécessairement reconnu par les scientifiques, etc. Ça a fait son chemin. Il y a de plus en plus de choses maintenant qu'on sait. Notamment que la santé mentale, c'est tout aussi important que la santé physique et qu'on a tout autant intérêt à en prendre soin que prendre soin de notre corps, prendre soin de notre tête et ce qui est peut-être invisible mais qui existe tout autant, c'est super important puis ça participe largement à notre bien-être. Donc je trouve qu'il y a de super avancées à ce niveau-là, un équilibre qui se crée justement entre la santé du corps et la santé du cœur et de la tête. J'ai envie de mettre ces deux-là dans le même sac. Et ça, je trouve ça super. Parce que les gens, du coup, prennent de plus en plus conscience que c'est important. Ça ne veut pas juste dire qu'on est fou, c'est important de prendre soin de soi, pas juste à travers le corps, mais à travers notre esprit, la tête, notre cœur, ce qu'on ressent, en fait. Ouais, je pense que le fait qu'on accorde aussi de plus en plus d'importance aux émotions, au mode émotionnel. Puis on le voit d'ailleurs même dans le milieu des entreprises, il y a de plus en plus d'entreprises qui prennent soin de leurs employés émotionnellement parlant. Et ça, je trouve ça génial. Parce que pour moi, c'est quelque chose de nécessaire au bien-être de l'humanité. Qu'on prenne soin de soi, pas juste à travers le corps, mais à travers la tête et le cœur également. Donc, on va dans le bon sens à ce niveau-là, ça fait plaisir. Un grand merci Léa de nous avoir répondu à toutes ces questions. Merci pour ce riche entretien. Merci à vous Marie-Alix, c'était un plaisir.